modèle de développement laitier au Maghreb. Et à ce titre, je vais évoquer la situation des trois pays que sont donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc en premier lieu, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, je vais revenir longuement sur le contexte, parce qu'il me semble que la géographie et les évolutions sociales de ces trois pays sont importants pour comprendre donc, les systèmes laitiers qui s'y sont implantés et les défis qu'il faut soutenir à l'avenir. Puis je vais parler de la question donc, des chaînes laitières, des filières laitières qui ont suivi et qui ont été implantées, ça a été dit ce matin, sous l'impulsion de décisions politiques mises en place par les pouvoirs publics. Et donc on verra que les choix ont été variables, avec des performances tout aussi variables, et qu'en fait le défi majeur, c'est continuer à assurer l'approvisionnement de populations qui sont en plein essor. On verra donc les chiffres pour bien comprendre un peu ce que représente l'essor démographique. En dernier lieu, il me semble important de mettre l'accent sur la production locale, donc la production bovine locale. Parce qu'on va le voir, il y a des pays qui ont fait le choix d'importer énormément de produits, on va dire de type poudre de lait, mais il n'empêche, l'élevage bovin a des rôles très importants dans les trois pays, à l'image un peu de ce qui se dit de cet élevage dans d'autres coins du monde, restauration de la fertilité du sol, procuration de revenus aux populations, etc. Et surtout, il me semble important de mettre l'accent sur les défis à venir pour garantir donc la résilience de cet élevage dans un contexte mondial qui est fort turbulent. Donc sans trop tarder, quelques mots de géographie du Maghreb. On voit déjà que c'est une zone principalement aride, ou je dirais semi-aride à aride. Puisque comme le montre très bien la carte, en fait, les points où on va avoir des précipitations supérieures même à 600 mm par an sont rarissimes. Le climat du Maghreb, ou les climats du Maghreb, parce qu'en fait il y a beaucoup de climats, se caractérisent en fait par un manque d'eau. Et il me semble très important d'insister sur ce point, parce que la production laitière nécessite énormément d'eau. L'autre caractéristique majeure, au-delà du nombre donc, de millimètres, du volume des précipitations, c'est bien sûr une période sèche qui va s'étaler du mois de mars, avril, les dernières pluies printanières, jusqu'au mois d'octobre, des fois même jusqu'à décembre, qui sont donc la reprise des précipitations. Cela induit ce qu'on appelle en zootechnie des périodes de soudure, qui sont importantes, 6, 7, 8 mois, pour lesquels il faut prévoir des stocks alimentaires, surtout quand on a fait le choix de races bovines, on va dire, spécialisées. Alors le deuxième point, qui revient en ce moment fortement dans la littérature, et même dans le langage parlé, le vécu quotidien, c'est le changement climatique. On commence à se rendre compte que malheureusement, l'ampleur des sécheresses, et il y a des tendances significatives qui le prouvent, l'ampleur des sécheresses a tendance à augmenter. Alors, j'ai repris cette carte du dernier rapport du groupement international sur l'étude du climat, montre malheureusement donc, que toute la zone du Maghreb risque de subir une baisse des précipitations. Et donc ça va amplifier les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure concernant donc, les stocks alimentaires. Alors, en termes de géographie, de manière générale, le Maghreb est plus connu par ses productions extensives de petits ruminants. Et à cet égard, il faut insister sur le fait que le lait, à partir de ces espèces au Maghreb, est rarissime. On fait très peu la traite. Donc c'est surtout des races de petits ruminants qui sont allaitantes. Il n'y a pas vraiment de marché laitier avec du lait de chèvre ni de brebis au Maghreb. Et donc cela montre que seul le bovin est le fournisseur de lait pour ces populations. Alors que faire quand on est dans un contexte aride pour avoir des bovins laitiers? Alors ce qui a été fait, c'est principalement l'implantation de périmètres irrigués, parce qu'il y a quand même des hautes montagnes, et en aval, donc, on peut recueillir l'eau que vont stopper ces montagnes, et favoriser donc l'implantation de périmètres irrigués. Alors vous avez ici quelques principaux périmètres, je vais parler surtout du cas marocain, mais c'est aussi valable en Algérie et en Tunisie. Donc dans ces périmètres, c'est là où on peut penser à la production intensive de fourrage, notamment des fourrages qui vont avoir des cycles un peu plus longs que la période des précipitations, et donc favoriser l'installation d'élevages laitiers. Alors un chiffre pour bien résumer tout ça, les périmètres irrigués au Maroc, c'est
moins de 15% de la superficie agricole utile, et ça représente aujourd'hui 70% des volumes de lait. Donc on voit très bien la relation entre eau et lait, sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors l'autre caractéristique majeure des évolutions donc, de ces trois pays, ça a été l'augmentation démographique. Là, les chiffres sont très clairs. On voit, par exemple, que la population au niveau algérien, elle a plus que doublé. Au Maroc, la même chose, et ça s'est passé sur un pas de temps finalement limité. On est sur 40-45 ans. En Tunisie, l'augmentation a été peut-être moindre, mais on reste toujours sur un facteur multiplicatif de 2. Et puis l'autre tendance qui est vraiment très lourde, c'est l'urbanisation. J'ai expliqué tout à l'heure que on va dire, la principale caractéristique de ces pays, c'est des zones arides. Les populations ont tendance à se regrouper dans des villes, plutôt situées sur le littoral ou dans des zones un peu plus favorables. Et donc, on observe des taux d'urbanisation qui sont énormes. Pour le cas marocain que je connais bien, après avoir consulté la littérature, dans les années 60, on était à 20% de taux d'urbanisation. Les gens vivaient dans les campagnes. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population est urbanisée. Et qui dit urbanisation, dit bien sûr des changements dans les habitudes alimentaires ou bien dans les manières de consommer. Et principalement, la consommation des repas se fait aujourd'hui surtout à l'extérieur du domicile. Alors qu'avant, ceux qui connaissent le Maghreb connaissent ce qu'on appelle le tagine, qui permet de regrouper toute la famille autour d'un même repas. La consommation de repas à l'extérieur induit inexorablement l'usage de produits laitiers, notamment dans des préparations de type pizza où on met du fromage, ou carrément des sandwichs. Et d'ailleurs, on peut voir l'émergence de ce qu'on appelle des laiteries, des petites laiteries. Ce ne sont pas des endroits où on fait de la transformation, mais plutôt de la consommation. Et c'est basé sur du yaourt, des fromages traditionnels, etc. Alors, je parlais tout à l'heure des choix qui ont été adoptés, notamment pour favoriser donc l'approvisionnement de ces grands centres urbains. Alors, vous avez ici déjà des chiffres relatifs à la production laitière en volume. Et à cet égard, il y a peut-être un petit commentaire à faire sur ces chiffres qui viennent principalement donc de ce qui a été dit, comme ça a été dit hier, des données officielles de la FAO. En mon sens, je pense que les chiffres sont surestimés et non pas sous-estimés, en tout cas pour le lait de vache. En ce sens que les pouvoirs publics ont tendance à y intégrer même le lait tété, qui bien entendu n'est pas disponible pour la consommation elle-même. Et donc on le voit, quand on fait des divisions, quand on rapporte ces chiffres aux consommations locales, surtout dans les pays où il y a peu d'importations, on se rend compte que les chiffres ne collent pas. Et donc, pour ma part, je pense que les chiffres sont surestimés. Alors l'autre différence très importante qu'on peut voir apparaître ici, c'est que dans deux pays du Maghreb, que sont le Maroc et la Tunisie, il y a une vocation, ou plutôt une volonté politique de collecter le lait produit, notamment dans ces périmètres irrigués. L'avantage des périmètres irrigués, c'est que sur une petite surface, on a une concentration de production, et ça intéresse énormément les industriels parce que ça diminue bien sûr les coûts de collecte. En revanche, en Algérie, le taux de collecte est nettement moindre, et on le verra par la suite, ça s'explique par une politique qui a favorisé dès le début, donc dès l'indépendance du pays, des importations massives de lait. À telle enseigne qu'aujourd'hui, l'Algérie est un des premiers importateurs mondiaux de produits laitiers. Parfois, je dis ça aux Algériens eux-mêmes et ils sont étonnés. Alors c'est une réalité, on le voit sur les statistiques internationales. Et donc ça apparaît très bien dans les chiffres des importations. Aujourd'hui, l'Algérie importe l'équivalent de 1,4 milliard de dollars par an. C'est énorme. Plus que ça veut dire que ça induit aussi une fragilité, parce que lorsque les prix du lait sur les marchés mondiaux augmentent, bien entendu, ça induit des difficultés à acheter ces produits laitiers. Alors les consommations en produits laitiers restent limitées, par rapport aux standards, on va dire, européens. On est un peu dans les moyennes internationales avec, quand même, une valeur inférieure pour le Maroc, aux alentours de 60 litres, tandis qu'en Algérie, en Tunisie, on est à peu près à 100 litres. Alors l'autre donnée intéressante, c'est que le taux d'autosuffisance en produits laitiers, il est aux alentours de 90% au Maroc et en Tunisie, parce qu'on insiste sur un lait local, à un prix plus élevé qu'en Algérie, tandis qu'en Algérie, donc à peine 50% de la consommation serait assurée par la production locale et le reste est donc importé. Alors maintenant, bien entendu, la question clé, c'est comment assurer l'approvisionnement
des populations, notamment les centres urbains. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est dans les centres urbains qu'il y a l'essentiel du pouvoir d'achat. Et ça, c'est malheureux, parce qu'on se retrouve dans des situations où les producteurs ne consomment plus leur lait. Ils veulent le vendre, et bien entendu, ça peut avoir des effets sur leurs enfants, ceux qui ont surtout besoin de ce lait. Alors, que dire de la production locale, donc l'élevage bovin local. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les choix ont été faits très tôt au Maroc, au début des années 70, en Tunisie on va dire au milieu des années 80. La dominante majeure de cette production reste l'offre atomisée. Ça veut dire qu'on est surtout avec des petits élevages familiaux, 4-5 vaches, et peut-être à la différence qui a été dit en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord c'est surtout des bovins de type importé. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de croisements, beaucoup d'importations de bovins de type Pinot, notamment la Holstein aujourd'hui. Alors bien sûr, les conséquences de ces importations massives, un chiffre pour le Maroc, 400 000 vaches importées. C'est un changement dans la structure génétique du cheptel. Aujourd'hui, on est surtout avec, comme je le disais tout à l'heure, des croisés Holstein pour la race locale et bien entendu des troupeaux avec ce qu'on appelle chez nous la race pure, donc la Holstein. Une autre tendance majeure, du moment que j'ai expliqué la relation entre irrigation et production de fourrage, c'est donc l'instauration de sols fourragères dans les périmètres irrigués. Il y a ici une très belle photo, très révélatrice, dans un périmètre de grande hydraulique de 100 000 hectares. Donc la photo est prise en amont, et on voit donc tout ce qui est jaune, c'est les céréales qui sont en phase d'être moissonnées, et en revanche, tout ce qui est vert, donc c'est la luzerne. On parlera plus tard des besoins en eau qu'induisent ces cultures dans des pays qui souffrent d'un stress hydrique majeur. Alors je parlais tout à l'heure de la structure génétique. Vous avez ici un exemple de ce que moi j'appelle la pinoire maghrébine. Et pour ceux qui sont très observateurs, on peut voir un peu l'état de manque de poids qui explique aussi des difficultés à alimenter ces vaches. Et ce matin, il y a un orateur qui a bien dit que s'il y a un axe prioritaire d'intervention pour développer le lait, c'est bien sûr les fourrages. On ne le répétera pas assez. Alors l'autre pan majeur donc, de la politique laitière, c'est bien sûr la constitution d'une infrastructure de collecte de lait. C'est très important. Ça permet de garantir un revenu quotidien aux producteurs, mais il y a aussi des problèmes dans ces systèmes collectifs de collecte de lait, tout simplement parce que les petits volumes vont être délivrés, ce qui implique tout un ensemble de contraintes en termes de gestion de qualité. Dernier point qui n'est pas des moindres et qui a permis d'éviter des arrivées massives de poudre de lait, c'est que les pouvoirs publics ont taxé très fortement la poudre de lait. Et donc ça permet d'encourager le marché local, mais il faut dire qu'en ce moment il y a des négociations, notamment avec l'Union européenne, sur les accords de libre-échange, et il y a beaucoup d'éleveurs qui ont très peur que demain la poudre vienne d'Europe moins chère et ça risque de casser tous les rangs qui a été promu jusqu'ici. Alors je disais tout à l'heure, la promotion de la production nationale, Maroc, Tunisie, le cas algérien est significativement différent. Et dès l'indépendance de ce pays, vers les années 60, plus exactement 62, donc l'Algérie a basé l'approvisionnement en lait de sa population sur des importations massives, notamment de poudre. Alors, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on parle de volumes énormes qu'il faut ensuite redistribuer à travers le territoire national. Et à mon sens, avec les discussions que j'ai eues avec des collègues algériens, ça crée des problèmes majeurs de gestion de ces volumes de poudre de lait. Il n'y a pas que de la poudre de lait, il y a aussi ce qu'on appelle la MGLA, c'est-à-dire de la matière grasse du lait, anhydre. Et bien sûr, par la suite, vous avez des petites industries locales qui reconstituent tout cela. Ça fait aussi des pertes importantes. Parfois, il y a des grèves, il y a des problèmes dans la gestion de ces unités laitières. Et les produits laitiers qui vont être issus de cette reconstitution de lait ne sont pas toujours d'excellente qualité. Mais il faut le dire, leur prix est subventionné. En fait, l'État algérien subventionne les produits laitiers. Un exemple, acheter du lait en Algérie, c'est 3 fois moins cher qu'au Maroc. Mais on parle de lait différent. Un lait reconstitué à partir de la poudre, un lait issu d'une production locale. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, surtout, avec une politique pareille, on est à la merci des cours et des variations des cours du lait. Donc, à partir de 2008, l'État algérien, ayant vu exploser donc, la facture d'importation de produits laitiers, a essayé de promouvoir la production nationale. Donc, il y a tout un ensemble de subventions. Mais bien entendu, ça prend du temps, parce qu'installer une politique laitière, ça se fait sur les temps longs. On ne peut
on peut pas juger ça sur quelques années. Alors, comme je le disais donc, en introduction, moi je vais essayer d'axer la fin de mon exposé sur la production bovine locale, et pas sur donc, la poudre importée. Que dire de la production bovine locale? Comme je le disais, c'est important. Elle a des rôles marqués dans toute la chaîne laitière, dans l'économie des petites exploitations donc, qui vont pratiquer cette production. Tout d'abord, excusez-moi, en ce qui concerne donc, les opérateurs, on va dire en amont de la chaîne. Ils sont très nombreux. Il y a déjà tous les importateurs de bovins, les importateurs de semences, de semences qui vont servir à l'insémination artificielle. Il y a bien sûr toute l'industrie de l'aliment composé qui commence à s'installer pour justement tirer profit des capacités des vaches laitières de type Holstein. Puis bien sûr, il y a toutes les exploitations bovines. Alors au Maroc, on estime que c'est quand même 400 à 500 000 exploitations qui sont actives à ce niveau. Cela leur procure un revenu régulier, ça a été longuement souligné hier. Il y a le rôle aussi fondamental de la gestion de la fertilité des sols. On est dans des zones irriguées, donc le fumier va permettre d'entretenir la fertilité des sols. Il y a aussi tout ce qui est thésaurisation, donc en cas de bonne année agricole, on peut sauver de l'argent sous forme de bovins qu'on peut réutiliser par la suite. Il ne faut pas oublier que la vache reste la banque de l'agriculteur dans beaucoup de nos situations. Alors pour toute la communauté, notamment autour de ce qu'on appelle une coopérative de collecte, vous avez de l'argent qui va être généré. Parce que la coopérative collecte l'argent, le lait à un certain prix, elle le revend à l'industriel et elle prend une petite marge qui, sur des volumes de lait importants, peut être intéressant. Donc ça permet de financer certains services sociaux. Parfois l'État ne remplit pas totalement ses missions de développement local. Les coopératives peuvent financer, par exemple, des routes, et c'est très important dans nos pays, ou carrément aider à construire des écoles, ou à entretenir des écoles, à payer des cours particuliers. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça a des rôles sociaux très importants. Finalement, en bout de chaîne, donc à l'aval de la chaîne, bien sûr, il y a tout un ensemble d'activités et donc d'emplois qui sont générés. Et cette question d'emploi est très importante dans tous les pays du Maghreb. Les taux de chômage sont très élevés, les taux de sous-emploi sont très élevés, et donc le lait permet de remédier un peu dans certaines régions, notamment dans les zones irriguées, ça crée de l'emploi. Donc, vous allez avoir, comme j'ai expliqué, tous ceux qui collectent le lait, ceux qui vont transformer de manière traditionnelle le lait, et à cet égard, peut-être une petite précision, ils ne sont pas très importants. Les laiteries traditionnelles sont largement écrasées par la grosse industrie laitière, qui a les moyens de collecter des volumes importants. Il y a aussi, bien sûr, donc, tous ceux qui s'activent dans les usines laitières industrielles, et puis, bien sûr, à l'extrême bout de la chaîne, les commerçants, etc. Alors, juste un chiffre pour insister sur l'importance de l'emploi et du travail. On avait fait une étude dans quelques exploitations, on a trouvé l'équivalent de 280 heures de travail qu'assument les membres de la famille, ce qui n'est pas rien, c'est l'équivalent de 30 jours de travail pour livrer une tonne de lait. Et donc, vous voyez que ça génère des opportunités d'employer de la main-d'œuvre. Alors, les défis qui restent, les défis à l'avenir. Tout d'abord, bien sûr, cette affaire de promouvoir la productivité laitière et surtout la rentabilité. Et en mon sens, les deux aspects sont liés. On l'a vu à partir de 2008, les prix des intrants ont augmenté. En revanche, les prix du lait départ ferme n'ont pas suivi. Et donc, ça crée des tensions dans toute la chaîne. Et ces tensions, on les vit au quotidien. Tout le temps, les éleveurs se plaignent, on n'arrive plus à être rentable, on risque d'abandonner. Et en ce moment, à l'instant où je vous parle, c'est vraiment un discours qui est tenu dans mon pays. L'autre issue majeure, l'autre thème majeur, c'est l'affaire donc de l'usage de l'eau par l'élevage. Comme je le disais, l'irrigation est indispensable pour des systèmes laitiers intensifs. On avait fait des travaux de recherche où on montre qu'il faut l'équivalent de 1,5 tonnes d'eau pour 1 kg de lait et 18 tonnes d'eau pour 1 kg de gain de poids. Parce qu'il faut le dire, chez nous, l'élevage laitier n'étant pas spécialisé, la vache Holstein produit et le veau et le lait. Et le plus souvent, elle reste sur l'exploitation une longue durée. Donc il y a tout un ensemble de questionnements à l'avenir avec moins d'eau. Comment produire avec moins d'eau, produire de manière plus efficiente. Et finalement, il y a bien sûr toute la discussion de l'accompagnement de ces exploitations. Jusque-là, on a importé des vaches, des Holstein, mais on se rend compte que leur productivité est loin de correspondre à leur niveau génétique. Donc comment faire, notamment dans un contexte où les États se désengagent.
comment accompagner les agriculteurs, comment leur expliquer ce que c'est qu'un rationnement, etc. Alors je vais conclure là, en répétant que l'élevage laitier, c'est une activité traditionnelle, elle existe depuis très longtemps, il y a même des gravures rupestres qui datent depuis 5000, 6000 ans qui en attestent au Maghreb, mais il y a eu des changements récents très importants. On peut dire que sur les 50 dernières années, on peut commencer vraiment à parler d'élevage laitier. Donc avec des races importées, avec des fourrages irrigués, mais ce qui est aujourd'hui prégnant, c'est la volatilité des prix donc, des intrants importés. Alors on est arrivé, à mon sens, à augmenter de manière importante les volumes de lait, mais il y a toute la question sur la qualité qui se pose. Comment payer les éleveurs à la qualité, notamment des éleveurs qui vont livrer des petites quantités. Parfois, le coût des analyses de qualité du lait sont peut-être supérieurs à la valeur marchande de ce lait qui est livré. Alors les choix qui ont été faits, on en a parlé, je reviens rapidement, c'est des produits importés, c'est notamment, principalement le cas d'Algérie, par rapport à une production locale. Et bien sûr, à mon sens, la production locale, elle se caractérise aujourd'hui par de nombreux aspects positifs, notamment la question du revenu régulier. Alors les défis qui restent à l'avenir vont nécessiter de l'innovation. Il faut se dire que la facilité du passé est maintenant révolue. Le passé, c'était, on n'a pas de fourrage, on achète des concentrés pas chers. Aujourd'hui, c'est totalement dépassé. Il va falloir que les associations professionnelles s'engagent davantage. Il va falloir peut-être aussi des opérateurs plus compétents. Et à mon sens, il y a vraiment, ce qui est très important, c'est d'assister tous ces opérateurs à acquérir en compétences. Sur ce, je prends enfin mon exposé. Je vous remercie de votre attention.